sur la formation en initiation à Python pour la data science. Donc, tout au long de cette séance, nous allons parler de visualisation de données. Donc, pendant les 3 premières séances, vous avez beaucoup codé, vous avez travaillé avec des données, vous avez vu c'était quoi Python, c'était quoi NumPy et Pandas. Et cette fois-ci, on va terminer la formation en vous donnant quelques bases dans la visualisation parce que visualiser, c'est très important. Donc, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Donc, cette séance a été appelée visualisation de données avec Matplotlib. Donc, vous devez savoir que Matplotlib, c'est la bibliothèque, la libre base en Python pour faire de la visualisation. Elle est la plus ancienne et la plus utilisée aujourd'hui. Elle pose une grosse gamme de fonctions et de pouvoir faire de la visualisation. Alors, avant de parler de visualisation, qu'est-ce que la visualisation? Vous devez voir que la visualisation de données est la représentation graphique de l'information et des données sous forme d'image. C'est bon? Donc, quand je travaille en data science, j'ai un ensemble, c'est beaucoup des chiffres, des nombres et tout. J'aimerais visualiser tout ça pour communiquer plus facilement mes résultats. Là qu'intervient la visualisation de données. Et la visualisation de données me permet de tirer en fait des textes dans mes données, avoir des informations de données de façon visuelle. Alors, pourquoi on fait de la visualisation? Donc, pour faire de la visualisation, on fait de la visualisation parce que ça permet la rétention de l'information. Généralement, on entend dire qu'une image vaut. Donc, quand tu montres quelqu'un, tu lui montres un texte. Quand tu regardes l'image, il y a beaucoup plus d'informations plus rapidement qu'en lisant le texte. Donc, ça, quand je fais de la visualisation, je permets à peut-être à mon employeur ou à mon client de pouvoir comprendre ce que je suis en train de faire, de pouvoir voir de façon schématique ce que je suis en train de faire. Donc, la visualisation permet également la reconnaissance des schémas, l'analyse des données, la décision et l'efficacité. Dans la prise de décision, avec le schéma, si par exemple à quelqu'un la production de son entreprise toute une année, il peut comprendre pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi ça a marché, pourquoi j'ai eu de tels résultats. La visualisation, il comprend facilement qu'avec des chiffres, des nombres qu'on lui ramène tout. Donc, quels sont les types de diagrammes quand on fait de la data? Vous devez savoir que quand on fait de la data science, il y a plusieurs types de diagrammes de base qu'on utilise généralement, mais la liste n'est pas exhaustive. C'est-à-dire, il n'y a pas genre, OK, les 2 diagrammes là, c'est seulement pour faire la data science. Non. Vous pouvez utiliser les diagrammes que vous voulez. Il faut juste savoir ce que vous voulez faire et quelle est l'information que vous voulez transmettre. Donc, parmi les diagrammes de visualisation qu'on a, on a le diagramme à barre, le diagramme linéaire, circulaire, le diagramme de dispersion, l'histogramme, ainsi de suite. Donc, pour cette formation, pour cette séance d'aujourd'hui, on va se concentrer sur les 5 premiers, c'est-à-dire le diagramme en barre, le diagramme linéaire, le diagramme circulaire, le diagramme de dispersion. Et vous aurez le temps d'aller faire des recherches et voir le reste des diagrammes. Donc, vous aurez le temps de lire tout ça. Alors, quand je veux travailler Python, vous savez, Python, quand on fait la data science, on utilise beaucoup de librairies. Et donc, même pour faire de la visualisation, on a besoin d'une librairie. Pour ça, on a choisi Matplotlib. Vous devez savoir qu'il existe plusieurs autres librairies, à savoir Seaborn, Pandas, Plot, Bokeh, et ainsi de suite. Donc, vous devez savoir aussi que Matplotlib, en fait, c'est l'une des plus anciennes. Et la plupart des autres librairies en Python, c'est-à-dire Matplotlib en arrière-plan. Ça, quoi. Et j'utilise Matplotlib et essaie de mettre quelques outils pour pouvoir avoir des graphiques encore plus intéressants, avec plus de fonctionnalités que ce que Matplotlib propose actuellement. Donc, quand je veux faire de la visualisation avec Python, qu'est-ce que je peux faire? Que Python me permet de faire. Donc, ici, c'est juste un exemple de graphe qu'on peut faire avec Python. Et comme vous l'avez dit tantôt, ce n'était pas une liste exhaustive. Ici, il y avait seulement quelques graphes. Donc, on verra tout ça dans la suite. Hein. Ça, c'est pour vous montrer tout ce que vous pouvez faire avec Python. Même le diagramme en bas où on voit des barres qui font des émojis, qui font des réactions, c'est possible de le faire. Très bien. Donc, maintenant Matplotlib. Donc, vous devez savoir que Matplotlib, comme je l'ai dit tantôt, c'était une librairie en Python qui nous permet de la visualisation de données. Elle est beaucoup utilisée pour les statistiques, pour la data science. Et à l'origine, Matplotlib était créé pour permettre aux utilisateurs de faire des diagrammes comme sur MATLAB. Donc, MATLAB, c'est juste un outil qu'on utilise beaucoup quand on fait
on fait les stats ou la data science, qu'on travaille les données, ou bien qu'on veut programmer. Donc, c'est un peu ça, MATLAB. Et MATLAB permettait de faire beaucoup de visualisations. Et pour cette capacité à Python, là, ils ont créé Matplotlib. Vous verrez que ceux qui connaissent MATLAB, vous verrons que les diagrammes qu'on va faire par la suite ressemblent aux diagrammes de MATLAB. Très bien. Donc, continuons. Alors, on vient de dire, c'est quoi une visualisation? On vient de voir les librairies qui permettent de visualiser, on vient de dire ainsi de suite, et ainsi de suite. Maintenant, un graphe avec Matplotlib ressemble. Vous devez savoir qu'un graphe en Matplotlib ressemble exactement à ce que vous voyez sur l'écran actuellement. Donc, un graphe à partie, il est important de les connaître pour pouvoir transmettre une information à un client ou bien à un collaborateur et ainsi de suite. Donc, premièrement, on a la souris. Est-ce que vous voyez ma souris là? Ok, super. Alors, la souris actuellement, elle vous montre ce qu'on appelle l'axe des ordonnées. Yeah, good afternoon, my friends. I still have something to take care back, so I can come back at 9 p.m. I'll come back at about 9 p.m. Okay, so you can expect me from 9 o'clock p.m. Okay, thank you. See you soon. Le nom qu'on donne à l'axe des données et le titre du graphe. Donc, c'est tout ça, on appelle ça des labels, des étiquettes du graphe qui permettent de comprendre le graphe. C'est très important. OK? Donc, maintenant, en dehors de ces labels, on a le graphe lui qui est ici au milieu. La ligne bleue là qui représente mon graphe. Voilà. Donc, c'est complètement ça qu'on fait avec Matplotlib. Voilà les genres de résultats qu'on aura. Maintenant, nous-mêmes, on va juste, dans ce carré, dessiner ce qu'on veut pour pouvoir exprimer ce. Très bien. Alors, pour voir la visualisation, avant d'utiliser Matplotlib, il est important de pouvoir importer la librairie. On a vu avec NumPy et Pandas qu'il faut importer Pandas et NumPy. Donc, aussi, on a besoin d'importer Matplotlib. Si je trouve mon ordinateur, pas sur un environnement de développement comme Google Colab ou bien Anaconda, je dois installer Matplotlib sur mon ordinateur. Donc, oui, c'est possible de faire de la visualisation de données sur son ordinateur même. Donc, vous avez juste besoin d'installer le package. Et pour faire ça, vous utilisez cette ligne de commande-là, pip install Matplotlib. Donc, ici, maintenant, nous allons importer les librairies dont nous aurons besoin. J'ai Matplotlib. OK, vous voyez sans doute le PyPlot ici, matplotlib.pyplot. Donc, j'ai peut-être omis de vous dire ça. Mais Matplotlib propose plusieurs modules. C'est bon? Et le module le plus utilisé, quasiment celui que vous verrez toujours, c'est PyPlot. Parce que PyPlot propose un ensemble de fonctions très intéressantes pour faire de la visualisation. À chaque fois que vous verrez Matplotlib, vous allez voir matplotlib.pyplot. Mais Matplotlib contient aussi d'autres modules, autres que PyPlot. Mais nous, on va s'intéresser à PyPlot qui est largement utilisé et qui suffit pour faire toutes les visualisations dont nous avons besoin. Donc, en plus de Matplotlib, nous allons importer Py et Pandas. Donc, vous allez voir la suite pourquoi on doit importer ces deux-là, qui sont très importants quand on veut travailler avec les données. Et j'avais constaté lors des séances précédentes. Je vais rapidement exécuter cette pour que on ait nos données en mémoire. OK. Là, j'ai toutes mes importations déjà en mémoire. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par le premier graphe sur lequel nous allons nous pencher, qui est le diagramme linéaire ou le line chart. Vous devez savoir que chart, je vais généralement employer le terme anglais, line chart, c'est moins long à dire, est largement utilisé en data science et même partout dans la vie. Et quand vous avez appris à faire des graphes ou bien à dessiner des courbes au lycée, par exemple, c'est des line charts, c'est par des line charts qu'on a commencé. Voilà. Et en data science, par exemple, les line charts sont utilisés pour montrer des tendances, par exemple. Ouais. Donc, si j'ai deux variables qui évoluent dans le temps et j'aimerais voir comment ça évolue dans le temps, on utilise un line chart pour faire ça. OK.
Donc, on fait une visualisation, il serait bien de laisser les images parler pour nous. Donc, ici, vous avez une image, par exemple, de ce que je suis en train de dire. Pour ceux qui sont peut-être habitués un peu au marché financier et tout ça, et tout ce qui concerne les monnaies, le trading et tout, quand je regarde l'évolution d'une monnaie dans le temps, on utilise généralement des line charts. Ouais. Et ici, c'est notre line chart qui nous montre l'évolution d'une monnaie depuis septembre à mars. Ouais. Et ici, sur la ligne des l'axe des ordonnées, comme je vous ai dit, ça peut être soit à gauche, soit à droite. Ici, j'ai les différents prix ou bien les différents temps que la monnaie a prise tout au long de cette période. Donc, les line charts, c'est généralement, ça me montre une tendance. Ça, quand on va évoluer dans les formations futures, on va beaucoup parler de série ou série temporelle. On représente ça toujours avec les line charts. C'est un peu ça. On va en parler beaucoup plus dans les formations qui viennent. Verrez un peu plus en profondeur. Alors, très bien. Maintenant que je sais c'est quoi une line, comment je fais pour construire une line chart avec Matplotlib? Avec Matplotlib, pour construire une line chart, j'ai juste une seule fonction. C'est la fonction .plot qui est ici. Cette me permet de créer une line chart très facilement. Donc, on va l'utiliser. Allez voir comment je l'utilise. Alors, ici, je vais rapidement compiler ici. Je vais exécuter cette là. Là. Très bien. Alors, qu'est-ce que je fais? Le x est égal à np line. Bon, j'ai envie de donner à quelqu'un de nous expliquer cette là. Et la toute première, np line. Est-ce qu'il y a qui est motivé pour le faire? Vous êtes censé être son NumPy maintenant. Bon, je vois quoi réveiller. On va continuer rapidement pour pouvoir être dans les temps. Alors, ici, je fais un tableau de 100 éléments, 0 et 10. Donc, le line space me permet un tableau entre des valeurs. Donc, ici, j'ai entre 0 et 10, je lui demande de me créer 100 éléments. Après, qu'est-ce que je fais? J'ai mon Y1, je lui dis, OK, en Y1, mon axe des ordonnées 1 prend les sinus. Et en Y2, mon axe des ordonnées 2 prend les cosinus des valeurs que tu as générées. C'est bon? Et maintenant, lui, qu'est-ce que je dis? Je dis plot. Donc, tout de suite, vous voyez que j'ai appelé plt.plot qui représente matplotlib. C'est l'alias de matplotlib. Donc, et ensuite, je dis un plot. Plot, c'est pour dire créer une line chart. Et mes arguments, les données sur l'axe des abscisses. Et second argument, je mets les données sur l'axe des ordonnées. Très bien. Et maintenant, ceci, le code-tiret, vous allez comprendre ça dans la suite, même si je sais que certains peuvent déjà comprendre en regardant juste les schémas. On voit bien que les schémas sont bien distingués, tiret et un trait plein. Donc, c'est à ça ça sert. Mais on verra ça dans la suite comment on utilise. Donc, si je reviens tantôt à la fonction plot, je disais, elle prend en premier argument les données sur tes abscisses. Donc, généralement, quand on travaille avec les données, on a plusieurs données. Là, je peux décider, OK, tel nombre de données vont représenter ma ligne des abscisses, tel nombre de données vont représenter mon axe des ordonnées. Bien sûr, le nombre de données est égal au nombre de données. Vous aurez une erreur, il vous dira qu'il y a des valeurs qui ne sont pas complètes. Voilà. Donc, on appelle la fonction plot juste plt.plot. Regardez tout ce que ça a créé. Vous voyez? Tout ce que ça a créé. Donc, si j'avais par exemple commenté ceci, là, et j'avais exécuté ma cellule, on voit clairement la différence là. Hein? On voit ce que ça me donne. Donc, la fonction plt, rien qu'en appelant juste le matplotlib, crée déjà pas mal que je ne l'ai précisé en fait. Prend X, prend Y, et lui-même, il a mis les valeurs en ordre et en appui. Très bien. Donc, je reviens ici pour continuer dans mon explication. Voilà. Donc, vous aurez aussi remarqué quelque chose. Depuis qu'on a commencé à coder avec Python, on ne mettait pas le point-virgule à la fin. Mais tout d'un coup, vous voyez ici, j'écris une ligne, je mets point-virgule. Ça peut prêter à confusion. Qu'est-ce qu'il met, qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai exécuté, ça n'a pas donné d'erreur. Donc, vous devez savoir que quand on fait la visualisation de données, si je n'utilise pas la fonction
plt.show pour dire affiche le diagramme et j'enlève mon point virgule. Vous verrez la différence maintenant. J'ai toute cette information-là qui est en haut ici. Vous voyez? Alors, donc le point virgule me permet d'enlever cette information-là qui n'est pas nécessaire à ma information. Oui, et j'exécute. On voit bien que c'est parti. Très bien. Donc, on peut continuer alors. Maintenant, supposons que vous êtes en train de travailler et vous avez ce graphe-là. Vous présentez ça à quelqu'un. Je suppose que quelqu'un vient d'intégrer la formation et il voit ce graphe. Il ne va pas comprendre. Il va juste voir deux courbes sinusoïdales. Il va se dire, OK, je vois des courbes sinusoïdales. Je vois que ça va de 0 à 10, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà à quoi servent les étiquettes. Les étiquettes nous permettent de documenter notre graphe. Ouais, ça permet de dire, OK, le graphe représente, c'est le graphe de tel, et l'axe des ordonnées, c'est tel, l'axe des ordonnées, c'est tel. Voilà. Donc, on va voir comment mettre des labels sur un graphe avec Matplotlib. Donc, pour ça, je viens ici. Donc, je refais mes deux plots comme tout à l'heure. Je retrace mes deux graphes ici avec ces cosinus. Donc, Matplotlib et pouvoir mieux vous expliquer. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est juste à titre d'exemple ici. Pour ceux qui sont déjà en train d'écarter les yeux pour dire qu'on fait les maths là, on ne fait pas encore des maths. On veut juste visualiser pour l'instant. Très bien. Revenons à nos étiquettes alors. En ce qui concerne les étiquettes, si je veux mettre un titre à mon graphe, je dois appeler la fonction .title. Donc, après avoir dessiné, j'appelle mon plot et tout. Je viens ici, je dis OK, plt.title, sinus et cosinus entre 1 et 10. Après, je dis plt xlabel pour l'axe des abscisses, y-label pour l'axe des ordonnées. Je pense que les fonctions parlent d'elles-mêmes. Label en x, label en y et le titre. Donc, c'est généralement comme ça avec Matplotlib. Les fonctions parlent d'elles-mêmes. Vous verrez ça dans la suite. Alors, et aussi, pour revenir à mon petit cas du point virgule, ici, cette fois-ci, je n'ai pas fini avec un point virgule, mais j'ai utilisé la fonction plt.show. Pour ceux qui travaillent sur leur ordinateur, vous devez savoir que la fonction plt.show est obligatoire parce que votre ordinateur ne comprendra pas que vous voulez dessiner. Avec ceux qui travaillent dans les environnements comme Google Colab, on peut omettre le plt.show. Google Colab comprend que, OK, là, je veux afficher le diagramme. Voilà, donc j'ai mis ça là, comme ça, vous pouvez comprendre qu'il y a une différence. On peut mettre ça, soit l'omettre, et ça marche toujours. Donc, si j'exécute cette cellule-là, voilà. Donc, j'ai mes informations, sinus et cosinus entre 10, j'ai Y en ordonnée, j'ai X en abscisse, comme vous pouvez le voir ici. Donc, vous pouvez me dire, OK, ouais, c'est bien. Je vais mettre un autre, je vais mettre X, ou bien on rappelle celui que je mets data. Data, Afrique, Hub. OK. Et si je réexécute ça, vous voyez maintenant que le X a changé, c'est devenu Data Afrique Hub. Son graphique, comme on met les noms en X et en Y, et on met le titre. Voilà. Donc, on a fait un petit pas dans de notre graphique, mais ce n'est pas fini. Si je vous présente ce graphique comme ça, pour dire quelle est la courbe qui représente le cosinus, quelle est la courbe qui représente le sinus. Est-ce que quelqu'un peut me dire quelle est la courbe qui représente cosinus ou la courbe qui représente sinus? Non, n'est-ce pas? Parce qu'on ne sait pas. On regarde seulement, on voit des traits. Moi, je dirais... Oui? Vas-y, ça doit être moi, je voulais mathématicien. dire que moi, je voulais dire la courbe qui est en orange, c'est ça qui est la courbe de cosinus. Et l'autre, la courbe de sinus. Très bien. OK, très bien. Alors, pour quelqu'un qui s'y connaît un peu, il voit que en 0, on a 1 ici, cosinus 0, donc la cosinus c'est en orange, vous voyez? C'est un astuce là. Mais quelqu'un qui ne connaît pas cosinus sinus, il ne saura pas quoi dire. Donc, pour mettre une légende, mettre des légendes à notre graphe, on utilise une autre fonction, très bien, qui est la fonction comme je dit, les fonctions parlent d'elles. Et là, avant de mettre le point legend, je dois préciser les labels ici. Vous voyez? D'abord, j'avais appelé les fonctions plt.plot. Je n'ai pas mis label à la fin. Ici, je n'ai pas mis de label. Mais si je veux labelliser mes
graphe, un argument qui est label. Je veux. Grâce en bas, il s'appelle cosinus. Et ici, donc là, il saura que, OK, le premier graphe. Donc, et une fois que j'ai mis les labels, pour pouvoir les afficher, j'ai la fonction plt.legend. Et là, si j'exécute cette cellule-là, et là, vous verrez que ici, en bas ici, un label qui me montre, ah, le sinus est bleu, le cosinus est en bleu. Donc voilà, c'est tout ce qui concerne ça, c'est tout ce qui concerne la labellisation de notre graphe, comme des informations sur le graphe pour que les gens puissent comprendre de quoi il s'agit. Je pense que si je vous avais montré le premier graphe qu'on a, où il n'y avait aucune étiquette, aucune définition et tout, et là, on comprend mieux celui-là que l'autre. Donc voilà, c'est ça que serve la labellisation. Et c'est important en data parce que vous serez appelé à communiquer vos résultats. Vous serez appelé à montrer aux gens ce que vous avez fait. Et il faut labelliser ces graphes. Il faut, faire les deux, les labelliser pour que les gens puissent comprendre. Et il faut juste labelliser en mettant X ou Y, comme j'ai fait ici. Il faut mettre des noms qui parlent. Donc, je peux mettre X, je sais pas, X entre 0 et 10. Voilà. Par exemple, je mets ça. Tout de suite, vous voyez que l'axe en X a changé. OK, on voit que c'est X entre 0 et 10 et tout ça. Voilà, c'est comme ça qu'on fait les labellisations. Aussi, si vous voulez mettre des légendes, il y a deux. Vous pouvez faire comme vous mettez d'abord label à chaque fois que vous et ensuite vous appelez la fonction label, legend, pardon. Ou vous ne mettez pas les labels ici et vous mettez directement ici PLT legend, vous mettez deux noms. Vous avez de vos deux diagrammes et de la même façon. Donc, sans continuer parce qu'il y a le temps qui court. Alors, la fonction plot qui permet de faire des line charts, je vous ai dit tantôt, j'ai besoin des valeurs en abscisse et des valeurs en données. Donc, si je veux faire une line chart, j'ai forcément besoin de ces deux-là. C'est ça, on va se dire. Mais ce n'est pas le cas. Avec Matplotlib, je peux juste passer un ensemble de données. Et quand je parle d'un ensemble de données, il s'agit d'un tableau NumPy, il s'agit d'une série Pandas. Il va considérer ça comme juste un tableau de données. Donc, je dois passer un tableau de données. OK. Ici, qu'est-ce que je fais? Je dis à Matplotlib, crée-moi un tableau de 10 éléments de façon aléatoire. Le random, c'est pour dire aléatoire. Donc, crée-moi un tableau de 10 éléments de façon aléatoire. Donc, ici, il crée. Et généralement, avec Matplotlib, la fonction rand me crée, me fournit des éléments entre 0 et 1. Donc, voilà. Et c'est ce que vous allez voir tout en bas ici. Une fois que j'ai mon tableau, si je donne juste un seul tableau à la fonction plot, il va considérer automatiquement que ce tableau-là représente les données sur l'axe des ordonnées. Et sur l'axe des abscisses, il va générer lui-même ses propres données. Il va commencer à partir de 0. Donc, il va faire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à ce qu'il atteigne le nombre d'éléments qu'il y a dans le tableau que vous l'avez passé en argument. Donc, si je réexécute ceci maintenant, vous verrez, il m'a généré 10 éléments entre 0 et 10. Voilà. Pardon, image, oui, entre 0 et 1, 10 éléments 0 et 1. Et là, vous voyez même ici, ça commence par 0 et ça va jusqu'à 10. Mais moi, je ne lui ai pas spécifié, pardon, ça va jusqu'à 9. Parce que 0 à 9, ça fait 10. Moi, je ne lui ai pas spécifié de point en abscisse 0 à 9. Lui-même, il a fait. Donc, avec Matplotlib, je peux faire ça comme ça. Aussi, c'est très utile quand on veut rapidement faire une visualisation et on n'a pas les abscisses, on a les ordonnées, on peut rapidement faire ça comme ça. C'est très utile, vous verrez par la suite. OK. Donc, on a vu tout ça, on a vu comment labelliser, comment créer les plots, mais c'est toujours les mêmes plots. C'est uniforme, il n'y a pas de style, il n'y a rien. Comment je peux mettre des styles? Comment je peux spécifier où sont mes points? Et ainsi de suite. Vous devez savoir que la fonction plot donne un ensemble d'arguments qui permettent de styliser son graphe. Quand je parle de styliser son graphe, c'est-à-dire changer la façon dont les traits sont faits. Je ne veux pas un trait continu, je veux un trait discontinu. Je veux que chaque point soit marqué par un rond ou bien soit marqué de façon gras. Donc, j'ai cet ensemble d'arguments ici qui me permettent de faire ça. Donc, vous aurez le temps de les lire. On va en utiliser quelques-uns ici, vous allez voir. Donc, je vais réexécuter cette cellule-là.
Alors, parmi les arguments les plus utilisés, line style, qui me dit de quel style sera mon graphe. Et je lui dis, mon graphe ici, je ne veux pas que ce soit une ligne continue seulement. Je dois me faire ça en tiret-tiret. Pour le dire, je précise line style égale tiret-tiret. Maintenant, je mets marqueur égale à O. Le O, là, quand il revoit ça, il se dit en même temps, OK, je dois pouvoir marquer chaque point. Vous voyez que ici, à la différence du graphe précédent, on voit qu'on a juste une ligne continue qui ne montre rien. Mais ici, il s'arrête sur chaque point. Il me met un point rouge. Et le couleur, vous l'aurez bien compris, c'est pour spécifier la couleur. Et le R ici, ça ne veut pas dire rouge, ça veut dire red, c'est en anglais. Très bien. Donc, j'espère que là, vous avez compris un peu comment on stylise. On met du style à son graphe avec Matplotlib. Merci pour le pouce. OK. Maintenant, moi, je veux visualiser, je suis pressé, je n'ai pas le temps d'écrire line style, je n'ai pas le temps d'écrire marqueur, et ainsi de suite. Il y a un raccourci qu'on peut utiliser avec la fonction plot. Elle comprend très bien ce que vous voulez faire. Au lieu de faire line style, I have money on me, but I don't find food anywhere to buy. How can I do? Please answer me. J'ouvre mes côtes ici et je mets directement tout ça dedans. Il comprend parfaitement. Si vous voyez qu'ici j'ai des variantes, je peux soit d'utiliser ceci, soit d'utiliser ceci, et ainsi de suite. Il va toujours comprendre de quoi il s'agit. Mais généralement, les gens, ils essaient de respecter une convention. Ce qu'on sait qu'ils utilisent ceci. Ils mettent le marqueur, ils mettent le type de la ligne, ils mettent la couleur. Donc, ça marche pareil. Donc, si je réexécute ceci, vous verrez que ça marche pareil que la visualisation précédente. Très bien. Alors, ici, maintenant, je vous ai fourni un ensemble de marqueurs que vous pouvez mettre juste pour tester à la maison. Donc, les gars, l'apprentissage, c'est quoi? Je dois tester, faire des combinaisons de trucs et apprendre. C'est comme ça que j'apprends. Je fais des erreurs, je cherche pourquoi ça ne marche pas. Je cherche pourquoi c'est devenu bleu alors que je n'ai pas écrit bleu. Je cherche tout ça. Et là, c'est comme ça que j'apprends. Et c'est comme ça que je gagne du skill. Donc, je vous invite à faire ça chez vous. Vous reprenez chaque ligne qu'il y a ici, qu'il y a dans ce bloc-là, et vous retestez ça chez vous-même. Très bien. Maintenant, OK, j'ai vu comment on affiche, j'ai vu comment je fais un diagramme, j'ai vu comment mettre des étiquettes, j'ai vu comment mettre du style. Maintenant, j'ai bien envie de créer plusieurs diagrammes l'un à la suite de l'autre. Comment je fais? Quand j'ai fait nos deux fonctions sinus et cosinus, j'avais mis plot et les deux plots l'un à la suite de l'autre. Et là, ça m'a fait les deux plots sur un même diagramme. Si je ne veux pas que ça mette ça sur un même diagramme, je veux que ça mette ça sur deux diagrammes différents. Je dois mettre plot, j'appelle la fonction show, et je remets le second plot et j'appelle la fonction show. Donc, si j'exécute cette cellule-là, donc vous verrez qu'ici, il me fait, si vous regardez bien le style que j'ai mis ici, j'ai mis bleu, marqueur haut, et la ligne continue. Si je mets un seul tiret, ça veut dire ligne continue. Et ça, il m'a fourni ici. J'ai dit après, une fois que tu viens de tracer ça, trace-moi aussi ceci. Le second plot qu'il y a ici, avec quoi? La couleur rouge, le marqueur, cette fois-ci, c'est une croix, et la ligne est continue. Donc, il va tracer ça juste en dessous. C'est ce que vous voyez ici. Il trace ça juste en dessous. Donc, c'est comme ça où je peux tracer plusieurs graphes l'un à la suite de l'autre, et il va m'arranger, il va me faire ça. Donc, ici, c'est un des petits exemples pour vous expliquer encore mieux et vous montrer tout ce qu'on peut faire avec les styles. Et vous aurez le temps, comme je vous ai dit, de répéter ça chez vous et d'en apprendre un peu plus. Je vais rapidement vous expliquer de quoi il s'agit pour que vous ne soyez pas perdus. Donc ici, la fonction range qui me permet de définir un ensemble de variables, un ensemble de valeurs consécutives. Je demande de me générer des valeurs entre 2000 et 2012. Donc ici, ce sont des années. Il va me générer 2001, 2002, 2003 jusqu'à 2011. C'est bien? C'est bon? Et maintenant, ici, vous voyez apples, vous voyez orange. Supposons que je sois un agriculteur et que je produis des oranges et des pommes. Et voilà les valeurs, les rendements que j'ai eu par hectare chaque année. Donc, concernant la pomme, par exemple, j'ai eu 0,89 par hectare de production et ainsi de suite. Donc, voilà ce que j'ai durant ces 11 années-là, ou ces 12 années-là, pardon. Maintenant, j'aimerais savoir quelle production est en train de croître ou bien quelle production ne marche pas très bien
pour ça, vous, en tant que data scientist ou bien data analyst, vous venez, il vous montre ça. Vous ne pouvez pas lui montrer un tableau épuré. Il va juste te dire, ah, je ne vois rien, je vois que des nombres. Alors que si je lui montre un graphique, il va mieux comprendre. Donc, si j'exécute ceci, par exemple, voilà ce que j'ai. Donc, tout de suite, je comprends que, OK, sur les 12 dernières années, voilà, ma production de pommes a augmenté de façon croissante. Ma production d'oranges diminuait diminuait aussi. Là, c'est juste un exemple pour vous montrer comment on utilise les line charts. Un cas pratique, en fait. Et c'est généralement comme ça en data science. Vous aurez des données qui parlent, qui racontent une histoire, et vous devez transmettre cette histoire-là à travers des graphes. Et c'est à ça que Matplotlib nous sert. Et le programme linéaire nous sert énormément là-dedans. Waouh, on avance, le temps avance aussi. Donc, là, c'est bien, j'ai vu tout ça, mais il m'a affiché un diagramme. Je veux plusieurs diagrammes, c'est-à-dire, je veux un gros thème, un gros titre, et dans ce titre, plusieurs petits diagrammes que j'aimerais faire. Qu'est-ce que je fais? Pour ça, je dois utiliser la fonction subplot. Donc, Matplotlib me donne la fonction subplot qu'il y a ici, qui me dit sous-graphe, en fait, qui prend un argument, qui prend plusieurs arguments. Il y a le n row qui veut dire le nombre de lignes, le n colonne qui veut dire le nombre de colonnes. Et nouveau, on a ici fig size. Fig size, comme je dis, les fonctions ou les arguments pas même, c'est juste la taille de la figure. Donc ici, je dis, je veux une figure de taille 6 x 6. Donc hauteur, largeur 6. Et il comprend très bien ce que je veux. Et maintenant, ici, j'ai fig et axe ici. Ce que je reprends, c'est fig et as. Si vous voyez bien, il y a fig et as. Fig et as sont deux arguments. C'est deux arguments qui me permettent de faire beaucoup d'autres choses. Le as, par exemple, me permet d'arranger mes graphiques dans le graphique général que je veux avoir. Le fig, lui, me propose aussi d'autres méthodes, c'est-à-dire d'autres fonctions qui me permettent de faire beaucoup plus d'opérations sur mes données. Par exemple, on est en train de faire de la visualisation maintenant et j'aimerais enregistrer mon graphique dans un fichier. Pour le faire, Fig me permet de le faire. Il a une méthode qui me permet de sauvegarder. Donc, dans la suite des formations, vous verrez, c'est-à-dire quand j'ai la suite des formations, c'est les formations à venir. Le Data Afrique, on va vous proposer d'autres formations ou plonger plus en profondeur dans ce que la data science, que le machine learning à travers les modèles de machine learning, etc. Donc, revenons à nos mots. Très bien. Ici, je dis, je veux faire un graphe. J'ai besoin de 2 lignes et 2 colonnes. Et maintenant, pour préciser, je vais exécuter ceci. Parce que je vois que vous regardez en bas alors qu'on est encore en haut. Je veux lui dire quoi? Je veux que à la coordonnée 0, 0, mette ce graphe-là. Donc ici, c'est Year Apple, les données que j'ai utilisées tout à l'heure en tant qu'agriculteur. Donc c'est ce qui est ici. Et je dis utilise green et O. Donc il met ça là. Il me met sur le graphe que vous voyez. Donc ça, c'est comment ça s'appelle? La coordonnée 0, 0. Et je dis axe à la coordonnée 0, 1, affiche le second graphe, c'est ce qu'il y a ici. Et ainsi de suite. Donc 1, 0, c'est ce qui est là. Et 1, 1, 1, 1, c'est lui qui est à la fin ici. Donc, schématiquement, pour voir ça, c'est un peu comme une matrice ou bien comme dans un repère. Je vous ai fait un petit dessin ici. Donc, si vous voyez ça, est-ce que vous voyez mon dessin? Juste un pouce. Hein? Ouais. Je vois que vous voyez. Très bien. Alors, c'est comme ça, en fait, le subplot marche. Donc, j'ai 2 lignes, j'ai 2 colonnes ici. Donc, ma première ligne, qui est la ligne 0, elle est ici. Ma seconde ligne, qui est la ligne 1, elle est là. Voilà. Donc, ça, ce sont mes 2 lignes et j'ai 2 colonnes. Ma première colonne, c'est celle-ci. Ma seconde colonne, c'est celle-ci. Voilà. Donc, c'est comme ça marche. Et les coordonnées sont là. Et c'est comme ça que je peux arranger mes graphes. Et plus j'augmente les lignes et les colonnes, plus les coordonnées aussi augmentent. C'est aussi simple que ça. Et quand je fais ça, voilà le résultat que j'ai. Donc, ici, on voit que c'est serré. Je n'arrive pas à lire. C'est bizarre. C'est pas attrayant. Ça ne donne pas envie. Alors, je peux changer la taille
Ici, je peux mettre 7 par exemple, ou bien non, je peux mettre 10, juste pour faire fun, et j'exécute ça. Donc, regardez ce qui s'est passé. Le fixe size, ma figure a augmenté. C'est comme ça que je peux définir la taille de ma figure. Et ça se fait pour, pas seulement avec Subplot, je peux faire ça pour n'importe quel graphe que je veux tracer dans Matplotlib. Il me suffit juste d'appeler la fonction fix size et je définis la taille de ma figure. On va voir ça plus tard. Waouh, très bien. Alors, on a vu comment dessiner un line chart, on a vu comment faire des labels, on a vu comment styliser, on a vu comment créer plusieurs graphes l'un à la suite de l'autre. Et maintenant, il est temps qu'on parle de données, qu'on travaille avec les données. Donc, on a vu Pandas, on a appris Pandas et tout. Comment je peux, avec Pandas, bon, pas utiliser la fonction de Pandas, mais comment je peux télécharger mes données, mettre dans un data frame et utiliser ce data frame pour faire de la visualisation avec Matplotlib. Donc, voilà. Ici, déjà, je prends une base de données. C'est sur le GitHub de Data Africa Hub. Donc, on a pris une base de données sur les données proposées par la Banque mondiale. Vous devez savoir qu'il y a beaucoup de données en ligne de façon gratuite là, et on peut les prendre pour travailler. Donc, on a pris les données de la Banque mondiale. Je vais rapidement supprimer ceci parce que ceci, ça a déjà été corrigé. Donc, voilà. Je télécharge mes données et j'affiche le head. Donc, la fonction head, comme vous l'avez vu par défaut, elle m'affiche les 5 premières lignes de ce que vous voyez ici. Voilà. Alors, avant de faire la visualisation de données, je vous le dis, et il est très important de comprendre quelles sont les données avec lesquelles je veux travailler. Si je ne comprends pas les données que j'ai sous la main, je ne pourrais pas faire des graphes qui parlent réellement. Je ne pourrais pas faire une visualisation qui parle réellement à mes collaborateurs. Donc, ici, je vais rapidement vous expliquer de quoi il s'agit. Il s'agit tout simplement, comme vous le voyez, j'ai 1960 ici à 2022. Il s'agit tout simplement de PIB par habitant dans plusieurs régions du monde et dans plusieurs pays du monde. Donc, il y a plusieurs pays africains dedans, il y a plusieurs régions en Afrique dans cette base de données, et c'est la Banque mondiale qui collecte ça. Elle met ça sur son site web pour permettre aux gens de pouvoir visualiser, pour permettre aux gens de pouvoir voir comment évolue le PIB dans le monde. Donc, en gros, c'est ça notre base de données, et nous allons utiliser ça pour faire de la visualisation. Donc, ici, on a country name, c'est le nom du pays. Ici, on a country code, c'est le code, c'est-à-dire il y a les noms qui sont très longs. On n'a pas besoin de toujours écrire ça, on peut les abréger. Par exemple, Afrique de l'Est ici, et du Sud, Sud-Est ici, c'est AFE, et ainsi de suite. Donc, en gros, c'est ça notre donnée. Donc, je vous ai mis une petite image ici pour vous montrer que c'est une base qui parle du PIB. Et pour ça, PIB, c'est le produit intérieur, c'est juste l'ensemble des richesses qu'un pays produit à l'intérieur. Et ensuite, on divise par avoir le PIB par habitant. Donc, c'est ça le PIB. Normalement, les gens utilisent le PIB pour dire quel pays est riche, tel pays n'est pas riche. Du PIB par habitant égal, par exemple, je ne sais pas, n'importe quoi, hein, 200 000 francs. Et donc, on dit le Sénégal est riche, un truc comme ça. En fait. On va rapidement revenir dans nos visualisations. Okay. Donc, un petit rappel. Aussi, j'aimerais vous rappeler quelque chose. Quand je fais une base de données, surtout sur un site public, ou bien un employeur, un collaborateur me donne une base de données, il y a généralement beaucoup de valeurs manquantes. Dans la séance dernière, vous avez vu qu'on peut prendre les valeurs manquantes. Il y a plusieurs choses à faire. Donc, il faut toujours se rassurer que les données qu'on visualise, il n'y ait pas de valeur dedans. Sinon, les appelées ne vont pas marcher. Elles vont vous dire qu'il n'y a pas de données. Donc, il faut toujours se rassurer qu'il n'y a pas de valeur manquante. Voilà pourquoi, avant de visualiser, on a besoin de faire un petit peu d'exploration dans nos données et supprimer les données manquantes et tout le reste. Donc, ici, je ne vais pas vous rappeler le cours de Pandas, mais je sélectionne juste la ligne où j'ai l'Afrique du Sud-Est, ici, cette ligne-là. Je dis, prends-moi la ligne AFE, le code country de l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Sud-Est. Ici, je prends la transposée parce que c'est une ligne que ça me prend, et la transposée, ça me fait une colonne. Ici, j'ai enlevé les deux dernières colonnes. Ici, j'ai pris à partir de la 4e colonne. Et ici, je dis prends toutes les lignes. Bon, vous ne voyez pas ma souris, désolé. Je croyais que c'était visible.
Donc ici, le 2 points, ça dit prends toutes les lignes. Ici, ça me dit prends à partir de la 4e colonne jusqu'à l'avant-dernière colonne. Donc, pourquoi je fais ça? Comme je vous ai dit, on a exploré nos données. C'est important parce que je ne veux pas avoir de valeur manquante. Voilà ici, les 4 premières colonnes de ma base de données, c'est country code, country name, country code, indicateur name, indicateur code. Vous voyez, tout ça là, j'en ai pas besoin pour visualiser. Ce dont j'ai besoin, c'est juste les données. À 2022, c'est de ça que j'ai besoin. Aussi, lève-moi la dernière colonne. Vous voyez ici, ma dernière colonne ici, un NA. Je ne veux pas de la dernière colonne. Je ne veux pas la valeur manquante. Donc, j'enlève cette colonne là. Aussi une autre colonne. J'ai enlevé tout à l'heure quand je nettoie. Voilà pourquoi j'ai enlevé les 2 colonnes, comme vous voyez ici. Donc, c'est pas grave, c'est bon, ça marche toujours. Tout le temps de lire, et si vous ne comprenez pas, vous allez poser des questions. Hein. Donc, je ne vais pas revenir ici. Je vais juste exécuter ça et vous montrer le résultat que ça donne. Au final, qu'est-ce que j'ai? J'ai le PIB par habitant de tous les pays de ma base de données et j'ai aussi une colonne pour me montrer les années. Enfin, voilà ce que tout le code qu'il y a ici en haut me permet en bas. Donc, avant de continuer, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse. Ici, vous voyez ce truc-là, ce bouton-là que Google Colab nous propose. En fait, c'est tout simplement un ensemble de visualisations déjà que Google Colab nous propose. Donc, il regarde les données qu'on a et nous propose un ensemble de visualisations. Donc, si ce qui vous propose, ça vous intéresse, vous cliquez dessus, vous cliquez juste dessus et ça vous donne le code pour le faire. Nous, on en a besoin parce qu'on est en train d'apprendre à visualiser nous-mêmes. Donc, je reviens rapidement là. Bref, OK. Donc, je vais visualiser maintenant. J'appuie. Bon, avant même d'appuyer, j'aimerais. Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer, s'il y a des gens qui ont compris depuis le début, est-ce que quelqu'un peut nous expliquer de quoi il s'agit ici? Déjà, la première ligne, est-ce que de quoi il s'agit à la première ligne? Bon, selon moi, je dirais qu'on a défini une figure dans laquelle on doit mettre des graphiques, mais on lui a donné cette dimension directement au niveau de la première ligne. Très bien, c'est exactement ça. Donc, je lui dis, en largeur, tu prends 10 et en hauteur, tu prends 6. Donc ici, je lui passe mes valeurs en axes abscisses. Ici, je lui passe mes valeurs en axes ordonnés. Maintenant, pour ici, cette fonction, qu'est-ce que je suis en train de dire? Cette ligne, attendez, je vais la sélectionner. Yeah. OK, cette ligne-là, est-ce que quelqu'un peut nous dire de quoi il s'agit dans cette ligne? Bon, c'est juste un simple rappel. Hein. J'ai mis rappel en haut, c'est juste un rappel. Est-ce que quelqu'un se rappelle? Oui, madame, monsieur Tchek ou madame Tchek Ndiaye. Je ne vois pas bien. Vous pouvez pas, il n'y a pas de souci. Oui. Non. C'est monsieur. Monsieur, oui, monsieur Tchek Ndiaye. Vous pouvez. Bon, je suis venu je suis venu tardivement, mais bon, c'est juste pour titrer notre graphique, donc pour lui donner un titre, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Super. Donc, tout de suite compris. Ici, j'ai le label. Ici, j'ai le label en X que je mets année. Ici, j'ai le label en Y que j'appelle PIB par habitant. Et cette base de données est en dollars, donc je précise dollars ici. Donc, aussi, il y a quelque chose de nouveau. Je n'avais pas parlé de ça précédemment, mais j'ai ceci, le PLT ici, .grid. Vous allez voir la différence. Hein. Donc, regardez la différence. C'est que j'ai une grille dans mon tableau. J'ai une grille dans ma figure. Alors qu'avant, quand je traçais, je n'avais pas de grille. Bon, je ne vais pas remonter. Vous allez voir ça. J'ai une question. Les questions sont à la fin de la présentation. D'accord. Vous pouvez la noter et à la fin, vous allez la poser, votre question. Donc, en gros, c'est ça. Je vais rapidement aller parce que je suis en train déjà de prendre tout le temps. Alors, je viens de vous présenter comment je fais un diagramme linéaire en utilisant mon jeu de données que j'ai importé et que j'ai mis en data frame. Et ici, ça me montre tout simplement l'évolution du PIB en Afrique de l'Est et du Sud. Donc, je vois qu'entre 1960 et 2020,
je vois qu'il y a une croissance. Bon, c'est normal, hein, les pays évoluent, les pays se développent. Donc, c'est normal qu'il y ait une croissance. Après, je vois que en 2000, par exemple, en 2012, je dirais 2012 ou bien 2013, il y a eu un gros pic ici et après, c'est la décroissance. C'est comme ça que j'interprète mes graphes. Et tout de suite, je me dis, ah, l'année 2021, peut-être ça va encore décroître ou ça va. Voilà, c'est comme ça que j'interprète en fait. Maintenant, l'histogramme, le fameux histogramme dont tout le monde parle, on voit souvent, on ne sait pas trop de quoi il s'agit, on voit juste des barres et tout. De quoi il s'agit réellement? Donc, je vais, avant de vous présenter ce que j'ai fait à la base de données, vous expliquer ça de façon très, très simple. Supposons que je sois un professeur. Je suis prof de maths. Je travaille dans une salle où j'ai 100 étudiants. 100 étudiants, oui. Et on a fait un examen. Maintenant, durant l'examen, il y a les notes varient de 0 à 20, généralement. Et j'aimerais voir la proportion de mes étudiants qui ont, par exemple, une note entre 0 et 10. Donc, dans un histogramme, il y a un intervalle, l'intervalle de la barre. C'est cet intervalle de valeur-là. Je veux voir les étudiants qui ont entre 0 et 10. Donc, le premier intervalle, ce sera de 0 à 10, par exemple. Et maintenant, il va regarder combien de fois il y a des valeurs entre 0 et 10 dans ma base de données de 100 étudiants. Donc, chez 100 étudiants, il va regarder combien de fois il y a des valeurs entre 0 et 10 parmi ces 100 étudiants-là. Et maintenant, il va compter ça. Donc, supposons que j'ai 50 étudiants qui ont une note entre 0 et 100. Donc, il va commencer par me faire un intervalle entre 0, pardon, j'ai 100 étudiants qui ont une note entre 0 et 10. Il va commencer à me faire un intervalle entre 0 et 10. Ce sera la largeur de ma barre. Et ensuite, il va compter le nombre d'étudiants qui ont ces notes-là. Et ce sera la longueur de la barre. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, si je veux voir la distribution d'une variable, c'est-à-dire combien de fois, quelle est la tendance d'une caractéristique donnée, d'une variable donnée, généralement en data science, on parle de caractéristiques. J'utilise un histogramme. Aussi, les histogrammes permettent de voir si une caractéristique donnée suit, par exemple, une loi normale, et ainsi de suite. Donc, on aura le temps de voir ça dans les formations futures, parce qu'on a des formations au niveau intermédiaire et avancé qui arrivent. Et je vous promets que ce sera vraiment du lourd. Alors, donc, c'est un peu ça. Donc, si vous avez bien compris, ici, si je reviens dans notre notebook ici, dans notre Google Colab, qu'est-ce que je fais? Je prends l'année 2021. Donc, vous aurez le temps de faire les tests aussi chez vous. Hein. Donc, quand je fais data.colonne -3, je prends la colonne, bon, avant-dernière colonne. Et ici, je dis quoi? Je veux la distribution du PIB sur cette colonne-là. Et j'appelle la fonction drop_NA pour supprimer les valeurs manquantes. Voilà. Donc, je vais exécuter ceci. Et je viens exécuter ici. Donc, vous devez savoir que avec Matplotlib, pour faire un histogramme, j'appelle tout simplement la fonction hist. C'est la fonction qu'il y a ici. Hist ici. Et donc, elle va prendre un argument ici qui est la caractéristique ou bien les données dont j'ai envie de voir la distribution. Elle va également prendre le bint ici, c'est pour spécifier le nombre de divisions. Le color edge ici, le edge color, c'est pour dire, OK, autour de mes barres, mets du noir pour que je puisse les distinguer parce que de base, je n'ai pas de noir. Donc, si j'exécute ça, déjà, vous voyez que voilà mon graphe. Maintenant, si j'enlève par exemple ceci, waouh, j'enlève mon edge color, là, CTRL X, j'exécute ça rapidement. On voit très bien que je n'ai plus le noir, je n'arrive pas trop bien à distinguer à la fin comment c'est divisé et tout. Donc voilà, c'est intéressant. Je fais un CTRL-C. Donc, je vous ai mis un en savoir plus ici. Vous aurez le temps de, quand vous aurez le cours, cliquer dessus, aller voir tous les autres arguments que la fonction hist propose pour pouvoir mettre du style à son graphe, pouvoir mettre plus d'informations. Voilà un peu comment je fais l'histogramme. Maintenant, je vais passer au diagramme en barre. Le diagramme en barre, vous devez savoir que le diagramme en barre, c'est tout simplement comme un diagramme linéaire. Ils sont généralement utilisés pour faire les mêmes choses. Hein. Lui aussi, il montre une tendance. Il montre comment les données évoluent. Il montre tout ça. Donc, j'aimerais, par exemple, comparer
le PIB sur plusieurs pays en Afrique. Oui, plusieurs pays en Afrique. Donc, je reprends ma base de données, je sélectionne les pays que je veux en fonction de leur code, leur country code, donc le code de chaque pays qu'il y a ici. J'ai Nigeria, Kenya, Ghana, Égypte et l'Afrique du Sud. Ici, je dis quoi? Alors, avec ce que je viens de définir en haut, je veux que tu me sélectionnes toutes les lignes où les pays que j'ai définis en haut apparaissent. Donc, le is in là, c'est pour dire où les lignes où le country code là apparaît. Il prend ça et ici, je mets colonne country name. Là, tu es sûr, ce sont mes colonnes. Je lui dis, je veux juste ces 2 colonnes-là. Et voilà, c'est exactement le résultat que j'ai. Donc, j'exécute ça. Je ne vais pas refaire le cours de Pandas, mais c'est ça, vous aurez le temps de comprendre aussi à la maison. Une fois que j'ai ça, je vois que j'ai une nouvelle base de données de 5 éléments ici, et j'ai leur PIB de l'année 2020. Et maintenant, j'aimerais comparer ça. Là, je vois beaucoup de nombres, je n'arrive pas vraiment à comparer, mais alors qu'avec une visualisation simple, je pourrais comparer ça plus aisément. Donc, en regardant le graphe, mon diagramme en bas, je peux rapidement comparer les différents PIB sur ces 5 pays-là. Donc, le diagramme en bas, ça me permet de visualiser des tendances, ça me permet aussi de faire des comparaisons. C'est un peu ça. Donc, ici, je vous ai mis un petit code, je ne vais pas l'expliquer, vous allez comprendre chez vous, c'est très simple. Et juste pour vous montrer qu'avec Matplotlib, je peux aussi superposer des diagrammes. Donc, c'est une façon de faire aussi. Si j'ai plusieurs caractéristiques que je veux visualiser, je peux faire ça comme ça. Le scatterplot, voilà. Donc, après le line chart, le scatterplot est également très utilisé. Et il est utilisé généralement pour montrer les tendances, c'est-à-dire montrer les relations. On parle de corrélation entre variables, entre caractéristiques. Donc, si je veux voir si telle caractéristique et telle caractéristique évoluent dans le temps de façon linéaire, j'utilise un diagramme de dispersion qui montre ça plus facilement. Donc, je vais rapidement venir dans ma base de données ici. Je vois ici, qu'est-ce que je dis? Prends-moi tous les PIB de l'année 2000, prends-moi tous les PIB de l'année 2010 et fais-moi la visualisation de ça avec un plot, bien sûr. La fonction, c'est plot. Vous voyez la fonction plot ici. Et regardez ce qu'il m'affiche. Là, c'est un assortiment de traits. Je ne comprends pas de quoi il s'agit. C'est brouillon, c'est du cribouillis et tout. Je ne vois pas, je n'arrive pas à comprendre. Je ne vois pas une réelle relation. Alors qu'avec le diagramme de dispersion, avec le scatterplot, bon, scatterplot, diagramme de dispersion, hein, excusez-moi, c'est souvent le terme en anglais qui est utilisé. Le scatterplot va me donner une autre compréhension de ça. Il va me donner une autre compréhension de la relation entre les PIB en 2010 et les PIB en 2000. Alors, donc, pour faire un scatterplot avec, comment ça s'appelle? Matplotlib, j'utilise tout simplement la fonction scatter. Donc, vous avez toujours le en savoir plus ici, qui va vous permettre d'aller en savoir plus. De toute façon, on ne va pas tout aborder. Et je lui dis, OK, prends mes 2 variables là et montre-moi comment sont réparties mes données. Donc, le alpha ici, c'est pour l'opacité et le C, c'est pour la couleur. Donc, quand je mets C égale à couleur, le color, j'ai déjà défini ça en haut ici. C'est ce qu'il y a ici. Je dis quoi? En fonction de chaque donnée qu'il y a dans ma base de données, bon, dans chaque PIB qu'il y a dans l'année 2000, définir une couleur, un nombre donné pour avoir une couleur. C'est juste ça. Et maintenant, quand je visualise, OK, là, je vois tout de suite que c'est différent. Tout à l'heure, j'avais ceci qui n'était pas très beau à voir. Je me voyais beaucoup de traits, ça ne sert à rien. Mais regardez ce que le scatterplot me propose. Le scatterplot, lui, me met des points ponctuels. Chaque point, des points sont là. Et je peux clairement voir que, OK, j'ai l'impression que durant l'année 2000, l'année 2010, les PIB là sont presque pareils. Hein. C'est comme ça évoluait de façon linéaire. C'est comme ça évoluait de la même façon. Voilà. C'est comme c'était croissant de la même façon. Donc, le scatterplot est énormément utilisé aussi pour ça en data science. Il permet de voir si deux caractéristiques sont reparties de façon linéaire. Et il te permet de savoir si, par exemple, tu vas appliquer tel modèle, tu vas appliquer peut-être un modèle linéaire, un modèle je sais pas, de classification, ainsi de suite, un modèle, voilà. Le scatterplot te permet de voir comment les données sont regroupées et tu fais tes conclusions en tant que data scientist sur comment tu vas évoluer. OK, donc pour
Donc ici, je vous ai tout simplement mis une autre visualisation de Scatterplot. La nouveauté ici, c'est que vous avez le size ici, juste pour définir la taille des points. Et je vais faire en sorte que la taille des points soit proportionnelle à la valeur du PIB, par exemple. Donc, quand je fais ça, je vois tout de suite que les points ont changé. Voilà, il y a des points plus gros, des points plus petits. Je sais que là, le point plus gros, le PIB était grand, et ainsi de suite, quoi. Vous aurez le temps d'aller lire et voir réellement. Dans notre dernière visualisation, pour finir, on a le diagramme circulaire. Donc, j'ai tenu à ce que le diagramme circulaire soit là parce que c'est beaucoup utilisé quand on fait les stats et ça parle énormément. Vous devez savoir que le diagramme circulaire, ça prend une grosse quantité et ça donne la part de chacun dans la quantité. Donc, supposons que on est 5 là et on a, par exemple, 20 mangues. Et dans les 20 mangues, on dit quoi? Par exemple, tel a 10 mangues, tel a 5 mangues. 10 mangues, ça fait quoi? Ça fait quasiment 50% des mangues qu'on a. Donc, pour visualiser tout ça, pour visualiser la proportion des choses, des caractéristiques qu'on a, on peut utiliser un diagramme circulaire. Vous allez voir ça ici. Donc, voilà. Par exemple, là, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne encore mes 5 pays comme avant. Et oui, là, je les ai sélectionnés. C'est exactement tout ce qu'on a fait en haut que j'ai refait. Et je lui dis quoi? Montre-moi la part. Donc, qu'est-ce que lui va faire? Quand je donne, comment ça s'appelle? La fonction, déjà, pour faire un diagramme circulaire avec Matplotlib, j'utilise la fonction ici, pas ici. C'est ça qui me permet de faire un diagramme circulaire. Et je lui donne juste un ensemble de valeurs. Hein, un ensemble de valeurs. Je lui donne aussi des labels. C'est très important de mettre des labels pour qu'il puisse comprendre à quoi représentent ces différentes valeurs-là. Donc, quand je vois 20%, le 20% appartient à qui? Le label permet de faire ça. Bon, ne vous inquiétez pas trop sur le octo ici. Ça permet juste le formatage. Quand je fais la division, il se peut que j'ai, par exemple, ici, j'ai 37,1. Ça aurait pu être 37,1, 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite. Donc, c'est juste pour faire un arrondi. Voilà, c'est un peu ça. Donc, si je reviens à mon explication, je disais, quand je sélectionne les pays ici, qu'est-ce qui va se passer? La fonction pas ici va faire la somme des PIB de ces 5 pays-là. Il va faire la somme des PIB de ces 5 pays-là. Donc, il aura une valeur qui représente 100% de la valeur qu'il a. Maintenant, dans les 100% de cette valeur-là, quelle est la part du Nigeria dedans? Quelle est la part du Kenya dedans? Quelle est la part du Ghana dedans? Et c'est ça la fonction pi nous montre, le diagramme circulaire nous montre. Donc, il me dit quoi? Bon, je vais essayer de... peut-être diminuer ici pour qu'on puisse voir tout. Shift Enter. Ok, voilà, c'est plus petit. Donc, j'ai mes 5 pays là. Il me dit, quand je prends le PIB de ces 5 pays là en 2020, 37% de la somme que j'ai obtenue appartient à l'Afrique du Sud. Donc, l'Afrique du Sud avait un PIB plus élevé que les 5 autres pays. Après l'Afrique du Sud, j'ai l'Égypte qui a 23%, le Ghana, le Kenya et le Nigeria. Donc, c'est ça le diagramme circulaire. Sans oublier toujours, n'oubliez pas les labels. Hein. C'est très important de mettre les labels. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu comment faire un line chart avec notre jeu de données. On a vu comment faire un histogramme. On a vu comment faire un diagramme de dispersion. On a vu comment faire un diagramme circulaire. On a également vu comment faire un bar chart. Et aussi, on a un peu discuté sur ce que chacun des graphes est et ce que chacun des graphes représente, comment les data science. Donc, je suis là arrivé à la fin de cette présentation. Hein. Donc, on a prévu des liens optionnels ici. Pour ceux qui veulent aller chercher, ils pourront aller chercher et se documenter un peu plus. Donc, nous sommes donc arrivés là à la fin de cette séance pour la visualisation de données avec Matplotlib. Nous allons donc passer rapidement à la séance des questions. Il est déjà 21h02, on va prendre juste quelques questions pour pouvoir rapidement vous libérer. Donc, pour ceux qui ont des questions, il y avait M. Ndiaye, je crois qu'il y avait une question. Donc, voilà. Alors, les questions, on va conclure. Bon, les questions ensuite, M. il va vous parler. Alors oui, monsieur
Elkias, il y avait monsieur Elkias, il a disparu. Wow. Oui, voilà, c'est ça, c'est le cas. Oui? Alors, j'ai deux questions. La première, c'est par rapport au graphe. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'enregistrer les graphes qu'on enregistre, qu'on crée dans des sortes de variables, un peu du genre, lorsque je fais x égale à 2 plus 2, je l'enregistre dans la variable x. Est-ce que c'est pas possible de le faire pour des graphes, pour les réafficher juste ultérieurement, quoi? Puisque j'ai remarqué qu'on faisait juste plot et plt.plot, on mettait ce qu'il fallait afficher, quoi. On n'enregistrait pas ça dans une variable. Oui. Donc, est-ce que c'est possible de le faire? Malheureusement, non. Ce qu'on fait, c'est que si je veux réafficher, je dois réappeler la fonction. Donc, je ne peux pas mettre ça dans... Il faut Mais, créer une mais vous fonction. pouvez Oui, enregistrer dans un fichier, par contre. Vous pouvez faire une visualisation, l'enregistrer dans un fichier et afficher le fichier à chaque fois que vous en aurez besoin, par exemple. d'accord, d'accord. Merci. Ouais. Merci bien. Bon, la deuxième, elle n'est pas si importante, c'est juste par rapport au point virgule que vous mettiez à la fin des graphes pour Oui. pouvoir l'afficher. Est-ce que sur VS Code, par exemple, un peu comme lorsqu'on fait avec les prints, on peut omettre juste le print à la fin de la cellule pour que ça affiche. Donc, est-ce que sur VS Code également, j'ai pas besoin de faire plot.show pour que ça affiche quoi, en mettant Ok, juste le point virgule. ok, très bien. Alors, comme je vous ai dit, si vous utilisez par exemple un environnement comme Jupyter, Vous sur m'avez VS pas Code, compris. oui, 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 attends, je pense que j'ai compris ce que votre question. Alors, je peux décider de travailler, faire de la visualisation, mais ne pas Oui. utiliser un notebook pour le faire. Là, j'aurais besoin de la fonction plt.show. J'aurais toujours besoin de ça. Mais comme j'utilise un notebook qui a déjà des propriétés différentes, je peux omettre le plt.show. C'est juste quand j'utilise un notebook que je peux omettre ça. Est-ce que ça répond à votre question? Bon, la connexion a coupé, j'ai pas très bien entendu ce que vous avez dit. Est-ce que vous Ok, je pourriez vais reprendre, reprendre. Ok. Alors, quand j'utilise VS Code, il y a deux façons de faire de la data science sur VS Code. Je peux directement écrire le code en Python, comme si j'écrivais un code dans JavaScript, ou je peux installer l'extension de Jupyter Notebook. Et là, mon VS Code va se comporter comme un notebook. Voilà. Ok. Si j'installe l'extension Jupyter Notebook, là, je peux omettre le plt.show. Ça va exactement se comporter comme un notebook, ça va marcher. Mais si je n'utilise pas l'extension là, que j'utilise directement le code moi-même, je suis obligé de mettre le PLT, le point chaud, pour qu'il puisse comprendre que là, je vais afficher le diagramme. Est-ce que c'est bon? Ok, ok. En fait, j'utilisais l'extension notebook, quoi, donc j'ai compris. OK. Est-ce qu'il y a une autre question? OK. Wow. Dans ce cas, je vois tout le monde a bien compris. Si vous avez bien compris, vous pouvez mettre des pouces. Ouais, c'est ça. C'est incroyable. OK. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Félicitations à vous aussi d'avoir suivi jusqu'à la fin et d'avoir compris. Donc, ceci met fin à notre dernière séance et je vais laisser Monsieur Merveille pour le mot de fin et on va se dire au revoir. Bye bye.